Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique et fondatrice du média Plan Cash. Vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic. C'est l'un des thèmes qui revient le plus souvent dans la bouche des jeunes salariés, surtout ceux de la génération Y. Comment concilier vie pro et vie perso au quotidien ? Même si on a vu dans l'épisode 4 de cette saison que les concepts de génération, c'était un peu trop simplificateur. Les entreprises sont aux manettes, elles doivent s'adapter pour répondre aux besoins de ses salariés, voire parfois devancer la loi. Ces aménagements et ces avantages non salariaux prennent une place croissante en entreprise. Alors, comment les entreprises s'y prennent-elles pour favoriser un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso ? Pour en discuter, je reçois aujourd'hui Judith Aquin, co-créatrice du Parental Challenge, une série de mesures pour améliorer les RH en entreprise. Et vous êtes aussi l'autrice de 3 mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse, un ouvrage publié chez Payot et Rivage en 2021. Bonjour Judith Aquin. Bonjour Léa. Alors, quelle place prend la question de l'équilibre vie pro-vie perso dans les entreprises aujourd'hui ? Alors, elle prend une place qui est croissante en termes de réflexion, je dirais. Ensuite, est-ce que en termes de mise en œuvre, c'est vraiment le cas ? En tout cas, c'est en cours, mais on constate réellement qu'il y a une réflexion qui commence à augmenter et qui est sans aucun doute liée au fait qu'il y ait des prémices de grande démission ou en tout cas, ou de quiet quitting, tous ces termes qui pullulent. Pour les auditeurs et les auditrices, le quiet quitting, c'est la grève du zèle. C'est travailler de moins en moins en continuant à occuper son poste, mais en se préparant à la démission. Et qui font peur parce que ils se révèlent coûteux en réalité, étant donné que il y a un turnover qui, tout ça est très très anglo-saxon comme terme, mais voilà, il y a une quantité de personnes qui s'en vont, qui croient, et donc ça a un coût pour les entreprises qui, à un moment, se posent la question de leur marque employeur et de l'aspect concurrentiel en fait, de mesures qui pourraient améliorer la vie des individus. Évidemment, le télétravail fait partie de ces mesures quand c'est possible et c'est de plus en plus valorisé dans les offres d'emploi. En revanche, un certain nombre d'autres choses sont pas nécessairement valorisées alors même qu'elles existent, ce qui est quand même très très dommage parce que ça peut créer une différence considérable. Et le fait que ces mesures-là ne soient pas mises en valeur est relativement révélateur d'une idée que ce serait peut-être des mesures un peu marginales, là où les études démontrent que réellement la présence de politiques parentales, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, ont une influence considérable sur la désirabilité que suscite telle ou telle offre d'emploi et peut faire la différence. Tous ces changements sont-ils plutôt liés à un effet générationnel ou à un effet post-Covid ? Je dirais que oui, alors il y a évidemment l'effet post-Covid parce que on a vu les effets du confinement avec enfants et donc on a compris au-delà du confinement que la vie parentale était une vie prenante et en fait était un incompressible de la vie. Mais je pense que au-delà de ça, il y a aussi un effet post-MeToo qui fait qu'on a compris qu'il y avait des enjeux individuels très particuliers, des enjeux liés au sexisme, aux violences, aux réalités corporelles. Je pense que c'est une convergence de diverses contingences, en fait. Il y a toujours eu des parents en entreprise. En revanche, c'était une réalité qui était cachée, où c'était encore très frappé d'une forme de posture patriarcale où les hommes restaient tard même s'ils avaient des enfants à la maison et s'asseyaient sur le canapé une fois arrivés pour lire le journal et se reposer, là où leur femme qui bossait aussi elle s'était occupée de tout. Là, il y a un rééquilibrage quand même qui advient de plus en plus. Je ne dirais pas que c'est quand même la grande révolution, on n'en est pas là. C'est des exemples qu'on aime à montrer dans les médias et qui, à mon avis, peuvent susciter une prise de conscience chez beaucoup d'hommes, mais qui n'est pas encore totalement implantée. Mais oui, en tout cas, il y a une prise de conscience que la parentalité inclut aussi la paternité, inclut aussi les seconds parents de manière générale, mais disons la paternité de manière spécifique, étant donné quand même qu'il y a une question femme-homme très spécifique à cet endroit-là, puisque c'est là que se joue toute la question des discriminations
Et on sait que les discriminations ont encore tout à fait cours. Il y a encore hier une statistique qui est tombée sur les avocates qui sont extrêmement touchées à 61% par les discriminations pour des questions de grossesse ou de maternité. Avec 3 autres jeunes femmes, vous avez créé le Parental Challenge. C'est une série de mesures applicables dans les grandes entreprises comme dans les startups pour améliorer concrètement le quotidien des salariés jeunes parents. En quoi ça consiste ? Oui, alors déjà, le Parental Challenge, c'est au-delà de cette charte, c'est aussi un guide, hein. Ça a été le premier travail qu'on a effectué pour le Parental Challenge, c'est d'écrire un guide complet qui est téléchargeable gratuitement sur le site du Parental Challenge, très facile à trouver, et qui regroupe toute la réalité en fait de ce que c'est que la parentalité depuis le désir d'enfant jusqu'à évidemment la jeune enfance en tout cas, et qui s'adresse quand même, on avait décidé de circonscrire le sujet aux métiers du tertiaire, donc des métiers télétravaillables. On va enrichir, ça fait partie de nos projets d'enrichir sur des métiers qui sont debout, qui demandent des déplacements très réguliers ou une station debout. Et ils sont très nombreux. Mais déjà, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont transposables à tous les types de boulot. Et donc, ça regroupe à la fois la réalité de ce qui est traversé, la réalité du clash, en fait, que ça suscite entre des désirs personnels et vie professionnelle, et aussi les moments d'entrave qui sont très imperceptibles par les entreprises, mais où finalement il y a le sentiment d'être un peu trahi par son entreprise, puisque pas soutenu dans des moments très clés de sa vie, très fondamentaux. Les textes de loi, donc, qui sont présentés de manière exhaustive dans le guide, des bonnes pratiques qui sont mises en valeur et classées par coût et degré de facilité de mise en œuvre. Donc, il y a 100 bonnes pratiques qui sont énoncées dans le guide et 75% d'entre elles sont à coût zéro. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est simple, mais en tout cas, c'est à coût zéro. Et puis, des benchmarks de bonnes pratiques. Et à partir de ce guide, de ce corpus, on a extrait des éléments qui nous semblaient être des socles accessibles à tous les types de structures, donc y compris des structures sans beaucoup d'argent, pour créer un socle RH qui soit sain et qui évite tout type de discrimination, tout type d'entrave, justement, à cette question de la parentalité. Alors, vous avez monté ce projet sous forme de collectif et interpellé directement les entreprises, notamment sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous expliquer votre méthode ? Pourquoi ne pas être passé par un syndicat ? Pourquoi avoir choisi cette fonction-là ? Alors, on n'a pas interpellé les entreprises sur les réseaux sociaux. En revanche, on a communiqué sur les réseaux sociaux. Et on a communiqué, l'idée, c'était vraiment de créer des effets de locomotive. On l'a vu avec le Parental Act en 2019, et on a vu à quel point ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a des effets de bulle de filtre, on le sait, et donc dans une seule et même catégorie professionnelle, les gens se regardent les uns les autres et se disent « Oh là là, j'ai l'air vraiment d'un ringard si je fais pas la même chose ». Et donc, l'idée, c'était exactement ça. C'était de, ringardiser des pratiques qui nous semblent dépassées et qui surtout nous semblent très, très, très dommageables aux individus, c'est-à-dire qu'elle favorise les discriminations et c'est des catastrophes. Ça peut réellement détruire une confiance en soi professionnelle et une capacité de rebond. Donc, il s'agit vraiment d'abolir ce système terrorisant. Et donc, le choix, oui, c'était de plutôt travailler sur une forme de glamourisation, je dirais, de ces mesures en faisant un objet de désir et un objet d'évidence, de pouvoir les énoncer aussi sans trop les politiser, en fait, comme des évidences RH, du temps, d'air du temps. Et ça a été un travail qui a été un réel boulot pour moi parce que je suis beaucoup plus politique dans mes prises de parole, etc. Et je trouve que c'était très intéressant d'au contraire atténuer cet aspect militant pour faire en sorte que ce soit accessible à tout type de public et que l'air de rien, en fait, les personnes s'approprient ces choses-là sans se dire que c'était du néo-militantisme ou quoi que ce soit. Alors, quelles sont les entreprises, les grandes entreprises, mais aussi les startups qui ont signé ce Parental Challenge ? Déjà, il y en a plein. Il y en a plus de 130 là. Donc, et il y a plus de 13 000 employés qui sont
heureusement, de manière positive, touchées par ces mesures. Parmi les entreprises, il y a PwC. Bon, là, c'est la plus grosse entreprise pour l'instant qui a signé. Donc ça, c'est fantastique. PwC France. Il y a énormément d'entreprises de la French Tech. Donc Mano, YouSign, voilà, plein, Dataiku, etc. Et puis, il y a pas mal d'entreprises de PME, donc entre 10 et 50 employés. Et ça, je trouve ça très positif aussi parce que c'est des entreprises qui sont un peu moins visibles, etc. Mais si ça commence à être adopté par des entreprises de cette taille-là, c'est le signe que le sang commence à couler dans les veines du système et que le système peut, dès la naissance d'une entreprise, insuffler ce socle de culture d'entreprise qui est souvent la dernière chose à laquelle on pense parce que on a besoin de faire plein de trucs quand on crée une boîte et penser à la culture d'entreprise au-delà des bières après le boulot, ça demande du temps et donc le Parental Challenge est là aussi pour faire gagner du temps aux entreprises. Ensuite, il faut mettre en œuvre, donc ça prend un autre temps spécifique à chaque lieu, mais au moins les choses ont été réfléchies. Alors, certaines mesures pour prendre en compte la vie privée, vie personnelle au travail peuvent coûter très cher. Je pense notamment aux crèches d'entreprise. Celles que vous avez sélectionnées, vous le disiez, sont peu onéreuses. Comment vous avez fait pour évaluer le coût pour les entreprises? Et est-ce que vous pouvez leur promettre une sorte de retour sur investissement de leur engagement pour les jeunes parents? Une étude avait été menée par un groupement d'entreprises, de très grosses entreprises suisses, parmi lesquelles Nestlé. Et alors, ils avaient volontairement même pas mis à l'intérieur de l'étude des données un peu plus volatiles, comment ça crée de la loyauté, etc., etc. Et pour autant, ils s'étaient rendus compte que 100 € dépensés en politique parentalité donnaient lieu à un ROI de 108. Donc, c'est quand même considérable, hein. C'est beaucoup, en termes de productivité, de plein de choses. Et c'est sans doute beaucoup plus, étant donné qu'une fois de plus, la question de loyauté, de plaisir, d'épanouissement, etc., n'était même pas prise en compte. C'était vraiment des données mesurables qui étaient prises en compte, mesurables de manière très scientifique. Donc oui, le ROI, je peux le promettre, en tout cas à travers ce genre d'études. Et comment on a sélectionné oui, par exemple, une crèche d'entreprise, en effet, c'est très désirable, mais ça coûte extrêmement cher et donc c'est pas du tout accessible à toutes les boîtes. Et voilà, donc on a fait en sorte de travailler sur du système davantage que sur du plus. Ensuite, le point systémique le plus fort et qu'on n'a pas pu mettre, étant donné le coût que ça représente, c'est évidemment le congé second parent, ce qui est la clé de voûte d'un peu tout, hein. Mais pour le coup, qui repose pas forcément sur les entreprises, plutôt sur le gouvernement, les politiques publiques. Ça repose sur le gouvernement, les politiques publiques, mais le Parental Act a permis justement au gouvernement et aux politiques publiques d'augmenter déjà d'une première fois la durée de ce congé. Donc on attend le deuxième acte du Parental Act qui est très complémentaire au Parental Challenge. Vous êtes aussi autrice d'un essai coup de poing, 3 mois sous silence. Et via ce livre, vous avez défendu un congé en cas de fausse couche et le télétravail pour les femmes enceintes dès les premiers mois sans avoir besoin de raconter tous les débuts de grossesse et de révéler son état. Quel est l'intérêt pour les entreprises de prendre enfin en compte la situation de ces femmes ? Déjà, il y a un enjeu de santé mentale, hein, on parle beaucoup de la santé mentale, etc. En fait, quand la santé physique n'est jamais respectée, au bout d'un moment, ça monte à la santé mentale. Et inversement, du reste, hein. Donc, si on respecte les temps des individus, potentiellement, les individus travaillent mieux, sont plus contents et se raccrochent en fait au boulot, ne se disent pas que finalement c'est un gagne-pain et que font du quiet quitting comme on dit, hein. Donc oui, l'intérêt des entreprises c'est de travailler sur la dignité. Bon, c'est un exemple très trivial, mais quand on a une gastro-entérite, on va pas claironner sur tous les toits tous les symptômes qu'on a. On est tous au courant que c'est quand même pas jojo. Et pour autant, il y a des dispositifs, il y a des arrêts, il y a même un peu de sollicitude de la part des RH ou des collègues, des managers, etc. Il y a des médicaments, il y a des dispositifs. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça quand une femme expulse un embryon sur son lieu de travail et littéralement a des saignements de type hémorragique assortis de contractions, c'est inhumain en fait. Et donc laisser aux individus le choix de pouvoir faire ça soit depuis un arrêt de travail, parce que c'est quand même aussi un moment qui est traumatisant psychologiquement, c'est la fin d'un espoir
un espoir qui est très ancré, qui prend beaucoup de temps. Enfin, voilà, on met du temps avant d'avoir un test de grossesse positif. C'est pas du tout toujours en 2 secondes que ça arrive. Et donc, quand une fausse couche advient, ben, c'est très dur à vivre. Et puis, une fois de plus, physiquement, c'est énorme. Et ça ne peut pas aller dans le sens d'un plaisir au travail, d'un engagement au travail. Non seulement, évidemment, c'est très positif pour la dignité des femmes, mais si on le prend d'un point de vue cynique sur des questions de profit et de productivité, mais tout le monde a tout à y gagner à créer des dispositifs corrects pour ces moments-là, sans que, effectivement, les gens aient à se confier. Puisque, bon, après tout, s'il y a des craintes à raconter le fait qu'on entre en grossesse, des craintes qui peuvent être un peu surnaturelles, ben voilà, des craintes liées aux discriminations, ben là, en fait, a raison, parce qu'il y en a beaucoup des discriminations. Donc, tant qu'on n'est pas certain, on n'a pas envie de s'exposer, d'autant qu'il n'y a pas de loi qui protège une fois que la grossesse est perdue. Et je connais plus d'une femme qui a été licenciée de manière abusive à la suite d'une fausse couche qui a été détectée. Donc voilà, il y a quand même une question autour de ça, une question qui effectivement relève aussi des pouvoirs publics, c'est-à-dire où est l'inspection du travail à des endroits aussi importants que cela. Et vous avez travaillé dans une entreprise de coaching qui accompagne les reconversions professionnelles des personnes souhaitant quitter leur emploi. La conciliation vie privée-vie professionnelle, est-ce que c'est une cause récurrente du besoin de réorientation ou de changement d'employeur ? Alors oui, en fait, de manière assez récurrente, la question du changement d'employeur est liée au fait que l'employeur soit considéré comme très autocrate. On avait fait un travail d'étude sur ce qui se passait et effectivement, il y avait beaucoup de sentiments de toxicité, voilà, de grandes difficultés à se sentir respecté par l'employeur. Donc c'est peut-être plus ça, en fait, que la vie pro, vie perso. Alors évidemment, oui, il y a ça, c'est très important. Il y a aussi beaucoup de femmes qui arrivent dans ce genre de dispositif de reconversion à la suite de discrimination, etc. Mais c'est surtout en fait cette verticalité très forte, assortie de très peu de confiance, qui amène les gens à en avoir ras-le-bol. Et je pense que tout ça est lié, en fait. C'est-à-dire que c'est l'existence individuelle au sein de la vie professionnelle qui manque davantage que vie pro, vie perso, puisque les gens, bon, finalement, enfin, il y a des points sur lesquels il faut pouvoir concilier, effectivement, des points d'horaire, etc., très importants. Mais au-delà de ça, c'est comment l'individualité est respectée. Et c'est quand même souvent quelque chose qui pêche, qui revient, et c'est la grande recherche des individus. Donc ça, c'est une vraie clé de management à réfléchir. Et d'ailleurs, dans le Parental Challenge, on sensibilise sur ces questions-là et on demande à ce que des formations de managers soient mises en place, évidemment pour les sensibiliser aux questions de discrimination, mais en sensibilisant aux questions de discrimination, on sensibilise aussi au fait qu'en face d'eux, il y ait des individus et pas juste des personnes de telle ou telle minorité ou tel genre. Oui, c'est un tout. Oui. Alors, parmi les mesures envisageables pour améliorer le quotidien des jeunes parents salariés, il y en a plein dans votre Parental Challenge. Mais si les pouvoirs publics devaient en reprendre une ou deux, vous choisiriez lesquelles ? Vous pousseriez lesquelles ? Je pousserais évidemment l'arrêt fausse couche et je pousserais le... Mais en fait, l'arrêt fausse couche, je le pousserais même en demandant une levée de carence de manière générale sur les questions tournant autour de la gynécologie. Et donc, ça inclut aussi l'IVG. Enfin, je trouve ahurissant que l'IVG ne soit pas du tout... on en parle beaucoup et c'est très bien. Là, en ce moment, il y a des progrès qui sont en train d'être faits. On espère que ce soit réellement constitutionnalisé une fois que le Sénat sera passé par là. Mais en fait, ce qui me semble dingue, c'est que ce soit assorti d'aucun droit autre. Or, une IVG, on l'a fait aussi sur son temps de travail et les symptômes sont exactement les mêmes ensuite que ceux que je décrivais pour la fausse couche. Et les levées de conditions d'ancienneté, je trouve que c'est très important aussi. Et puis ensuite, je pense qu'il faut faire des campagnes autour des questions de discrimination faites aux femmes et au-delà des campagnes, mettre de l'argent pour une inspection du travail qui fasse vraiment son travail là-dessus. C'est hallucinant que, y compris dans un métier de loi comme celui d'avocat, où les gens sont donc au courant du droit, il n'y ait pas d'application de la loi. C'est comme si
ont considéré que cette loi était finalement assez superfétatoire, assez accessoire, que, étant donné qu'elle concerne les femmes, on peut passer au-dessus et c'est quand même dramatique. Donc il y a un travail de fond à faire pour aller voir les entreprises, pour vérifier, pour prendre des chiffres, comprendre pourquoi les gens sont partis, pour comprendre pourquoi les gens vont pas bien, comprendre pourquoi il y a des burn-out, comprendre pourquoi, enfin voilà, aller vraiment plus loin dans l'inspection du travail et vérifier et puis faire en sorte qu'il y ait des numéros d'alerte, qu'il y ait des possibilités bien accrues sur ça. Il y a toute une amélioration à faire sur la prise en charge des victimes. C'est la même chose évidemment et de manière beaucoup plus grave encore sur les victimes de violences sexuelles et de violences domestiques. Donc il y a un point qui me semble très important et qui est très global sur la question des violences faites aux femmes et notamment sur la question des discriminations. Merci Judith Aquin. Merci à vous Léa. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.